Bonjour à tous, et nous allons commencer cette session sur ADHD and Dual Disorders avec, par rapport au programme que vous avez eu, vous verrez des changements d'intervenants, mais je pense que nous n'allons pas perdre au change. Voilà, donc la première communication sera réalisée par Nestor Sandman et parlera d'impulsivité et d'ADHD and Dual Disorders, c'est-à-dire le lien entre ADHD et Dual Disorder, à savoir est-ce que l'impulsivité peut être ce lien. Ok, merci beaucoup. Thank you. Thank you to all the attendees. Merci à tous. Tout d'abord, pour des raisons personnelles, le docteur Martin Laga ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Et c'est moi qui vais vous parler de sujets dont il devait traiter. J'ai pas eu beaucoup de temps de me préparer, mais j'essaierai quand même de vous intéresser. Je vous dirai ce qu'il y a d'essentiel dans ce sujet. C'est une présentation qui commence par une question. Est-ce que l'impulsivité serait le lien? Je crois que la question, en deux mots, c'est oui, c'est le lien, c'est bien le lien. Mais je voudrais vous dire quelques mots de plus à propos de cette impulsivité. Alors voilà, pas de lien d'intérêt. Vous voyez les points d'interrogation, beaucoup de questions dont je vais vous entretenir. Tout d'abord, qu'est-ce que ces trois personnages ont en commun? Alors, je ne sais pas quelle est la réponse, du moins pas précisément, mais il me vient à l'esprit qu'on pourrait dire quels sont les points communs à ces trois personnages. C'est qu'ils ne parlent pas d'une pathologie, c'était une autre époque, ou peut-être pour d'autres raisons. Ils ont une idée. Chez chacun, ils savent ce que c'est. Forcément, on a un biais anthropomorphique. D'après la communauté des scientifiques, toutes les perturbations mentales sont désormais considérées comme des pathologies du cerveau. Les troubles mentaux sont considérés comme des maladies du cerveau, c'est-à-dire ce sont les circuits du cerveau qui impliquent certains domaines particuliers de cognition, d'émotion ou de comportement qui sont en jeu. Il s'agit de troubles duals, de pathologies duales. Alors non, parce qu'il n'y a pas différentes aires auxquelles correspondent différentes troubles, dont par exemple l'addiction, qui puissent être localisés dans une partie précise du cerveau. Donc ça ne marche pas. Mais pour l'instant, on peut dire que les troubles, les pathologies duelles, c'est quelque chose qu'on ignore. Ça, c'est la Commission des Nations Unies sur les narcotiques. L'absence d'attention à l'égard de ce sujet est due à une absence de formation des cliniciens qui ne savent pas comment diagnostiquer et traiter ces troubles duels. Absence de différenciation structurelle et absence de coordination dans de nombreux pays entre les programmes qui permettent de traiter ces perturbations dues aux drogues et celles qui sont dues aux maladies mentales. Voilà pour les auteurs de ces citations. Beaucoup de problèmes à propos de ces pathologies duelles, mais dont l'absence de sensibilité des critères. Qu'est-ce qu'on entend par pathologie duelle? Vous savez que chaque diagnostic catégoriel, selon la classification très classique, ne nous permet pas d'inclure différents symptômes mentaux, différents traits de personnalité. C'est très difficile parce que on se base sur l'ancienne classification de Kepling qui remonte déjà à plus d'un siècle.
Alors, je parlais de troubles mentaux dus au cerveau. Vu sous ce ton, et d'ailleurs dans toutes les perturbations, les problèmes mentaux, y compris ceux qui sont imputables à la consommation de substances. Donc il faut avancer, il faut changer de perspective. Il ne faut plus se mettre dans une perspective psychiatrique. Il faut les envisager dans l'optique des neurosciences. Il faut non pas avoir cette approche du bas vers le haut, mais remonter du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. Voilà, ça c'est un article qui a été publié dans Science il y a en 2018, et qui signé par le Brainstorm Consortium, qui s'intéresse aux origines génétiques, à l'héritabilité de tous les troubles mentaux. La conclusion de cet article lit risque de variants communs aux perturbations psychiques a été montré être en corrélation importante avec l'héritabilité. Et ensuite, on dit ceci est particulièrement le cas dans les patients atteints de troubles bipolaires, ADHD, la schizophrénie, entre autres. Alors, on est loin des phénotypes. Le phénotype et le génotype, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez les symptômes mentaux ou la fonction mentale, la façon dont ils sont exprimés dans la nature. Il faut définir une étape, un pas intermédiaire, celui que nous avons baptisé endophénotype, à partir de l'héritabilité. Vous avez plusieurs endophénotypes qui servent de relais entre le phénotype et le génotype, dont l'un, c'est l'inhibition, la désinhibition, qui correspondrait à un phénotype bien particulier. Par exemple, la personnalité, les traits de personnalité, ce sont des endophénotypes, du moins pour certains de ces traits. Ces traits de la personnalité déterminent la variabilité ou la résilience aux perturbations dues à la prise de substances et aux troubles mentaux. C'est un article qui a été signé par une collègue. Serman et ses collègues. Alors voilà une longue introduction pour vous présenter le sujet de la DHD, c'est-à-dire le TDAH en français. Cette TDAH, c'est une façon de se situer par rapport au monde. En d'autres termes, c'est une condition au sens français du terme et non pas une pathologie. Et donc, tout le monde n'a pas besoin d'être traité. Au contraire, ça peut être un trait d'adaptation qui apporte des avantages à de nombreux paliers. Le diagnostic catégorique de TDAH correspond le point extrême d'un continu dans des traits fondamentaux. Par exemple, des personnes qui ont toujours chaud ou toujours froid, qui ont certains traits. Et à l'autre extrême, on peut dire la schizophrénie. Un article de Lasky et ses collègues, elle parle de certains phénomènes, certains environnements qui entrent en jeu dans la manifestation des traits qui sont ceux de TDAH. Alors, cet trouble qualifié de TDAH, c'est un syndrome ubiquite. Il est présent dans toutes les catégories de diagnostic. On le retrouve partout. Tout d'abord, TDAH, en l'absence d'autres symptômes, ça me paraît tout à fait peu probable, mais je crois qu'on va revenir sur ce sujet. On peut également identifier diagnostic total ou partiel
TDAH chez des personnes qui ont un syndrome psychotique ou encore perturbations bipolaires, troubles dépressifs, l'anxiété, le symptôme de Tourette ou encore bien sûr des problèmes alimentaires, l'addiction au jeu ou à d'autres choses. Certains experts nous disent que effectivement la TDAH, ça correspond à la partie émergée de l'iceberg. Je n'en crois rien. Je crois que les cliniciens doivent réfléchir au TDAH et parvenir à poser un diagnostic de TDAH qui soit le bon. As we can see, TDAH, c'est un syndrome multifactoriel qui correspond à plusieurs phénotypes différents. Il peut y avoir des troubles d'externalisation ou d'internalisation. Il faut réfléchir à toutes ces options possibles. Il faut arriver à identifier s'il y a des traits qui sont spécifiques de TDAH. Despite shocking data from epidemiology, pour sciences, les psychiatres n'ont pas de problème à traiter les adultes atteints de TDAH. Ils doivent traiter ces troubles mentaux de façon très fréquente. Et d'ailleurs, il y a des causes biologiques, puisque les adultes, la TDAH chez l'adulte n'a pas été considérée comme un problème, une maladie, jusqu'à une époque assez récente. On estimait que c'était une perturbation qui n'avait pas été décrite par la théorie psychanalytique. Elle exige des traitements à base de psychostimulants, ce qui défie bien sûr la moralité moderne. Des troubles addictifs existent, ce sont des orphelins dans une perspective intégrative ou inclusive. On dit que c'est attribué à la prise de substances toxiques. En Espagne et en France, on parle de substances toxiques. On considère que ce sont des substances prises pour le plaisir ou pour satisfaire le circuit du plaisir. Et auquel cas, ce sont des vices. Les psychiatres les ont décrits, ne sachant pas qu'il existait une addiction, qu'une addiction était liée à des dysfonctionnements neurobiologiques du système et circuits du cerveau qui aussi interviennent dans d'autres troubles mentaux. Cet article qui a été publié il y a 4 ou 5 ans dans le New England Journal of Medicine par Volkov, Cobb et Thomas McLennan pour étayer le modèle de l'addiction. Les points essentiels sont les suivants. Seule une minorité de personnes qui prennent des drogues sont finalement addictes. En fait, la principale caractéristique phénotypique de l'addiction n'apparaîtront que chez 10% des personnes exposées aux drogues addictives. Pourquoi 10% seulement des personnes exposées feront effectivement ou auront effectivement un phénotype de trouble addictif? La réponse, eh bien, elle est dans le concept de psychiatrie. La susceptibilité varie parce que les gens ne sont pas égaux quant à leur vulnérabilité à des facteurs environnementaux. Au cours de ces dernières décennies, des théories se sont faites jour. La plupart de ces théories mettent l'accent sur le système dopaminergique, c'est-à-dire le système de la récompense, mais on sait, n'est-ce pas, comme cela a été dit par David Bailing, que l'addiction va au-delà de système, dépasse le système de récompense dopaminergique. Il y a un autre système endogène en jeu, par exemple endocannabinoïde ou le système opioïde ou cholinergique. Ce n'est pas simplement une histoire de récompense, mais il y a un autre trouble mental qui intervient. Voilà pour le concept de la psychiatrie de précision dans le domaine des troubles du LD. Il faut en
envisager, par exemple, des initiatives comme celle des neurosciences, la NBN, la nomenclature. C'est un nouveau système qui permet de classer les médicaments psychotropes, les substances psychotropes en fonction de leur profil pharmacologique. Ce profil, cette initiative, a vocation à remplacer l'indication actuelle, la nomenclature actuelle, psychotique, antidépressant, etc. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir prendre en compte le mécanisme d'action de tel et tel médicament. Mais lorsque nous sommes devant un trouble, une pathologie duelle, on sait que les psychotropes, les substances et médicaments psychotropes peuvent produire des effets distincts en fonction des différences qui existent entre les cerveaux des personnes. Une seule et même substance peut déclencher des effets comportementaux, affectifs, cognitifs et sensoriels différents selon la personne, par exemple, et appliquée au cas particulier. Le calme, les stimulants qui peuvent calmer certaines personnes et minorer leur impulsivité alors qu'elles vont contre-exciter ou créer de l'impulsivité d'autres personnes. Vous voyez, cette différence des effets, on le retrouve avec l'alcool, la nicotine, la cannabis, etc. L'évaluation de comment fait-on le bilan de l'utilisation, l'usage problématique des substances. Bien sûr, c'est essentiel. Alors, il y a un risque de sous-estimer ou parfois de surestimation dans les centres d'addiction. Mais ces deux réseau de santé mentale et réseau de santé, ignorent la présence éventuelle de TDAH. Les pathologies duelles peuvent également être exprimées comme une addiction en absence de substance. Il y a plusieurs hypothèses idéologiques quant à l'association du TDAH et de l'addiction. Par exemple, l'hypothèse d'automédication, différentes hypothèses peuvent entrer en jeu, mais on a des preuves comme quoi la préférence est accordée au tabac et au cannabis chez les individus atteints de TDAH au titre de l'automédication. On peut également inclure la cocaïne. Et regardez cette dernière déclaration. Les adolescents TDAH semblent jouer constamment des vidéojeux et inconsciemment renforcent leur capacité attentionnelle. Ils jouent à ces jeux vidéo. Pourquoi? Eh bien, pour améliorer, pour renforcer, combler leur déficit d'attention. Autre article publié il y a 2 ou 3 ans de cela, le titre dans la Molecular Psychiatry, ADHD et l'utilisation de la cannabis au long cours. C'est une étude multinationale, TDAH, qui provient d'une méta-analyse où on trouve que le TDAH cause une utilisation de cannabis à vie. Vous voyez le odds ratio, 32 par rapport aux personnes qui ne sont pas atteintes de ce trouble TDAH. Toute personne qui consomme de la cannabis, eh bien, il faut pouvoir les traiter. Il faut d'abord se demander s'ils ont des symptômes de TDAH. Et à ce moment-là, ça permettra de mieux cibler
l'intervention. À propos de tabac, de TDAH et tabac, c'est des facteurs génétiques et environnementaux, et éventuellement l'automédication des adolescents qui ont ce problème TDAH, qui commencent à fumer plus tard que les adolescents TDAH qui ne sont pas traités du tout. La nicotine, le bupropion et varenicline améliorent les symptômes de TDAH. Mais on sait que TDAH est fréquente chez les personnes qui ont des problèmes d'addiction sans substance. Par exemple, la boulimie, où on retrouvera cela, la forte incidence de TDAH qui est concomitante où la psychologie duelle est établie, et de certains stimulants qui se sont vus acceptés comme médicaments autorisés permettraient de traiter ces pathologies duelles. Alors, je vous ai parlé du concept de troubles, pathologie duelle dans le domaine du jeu. On a publié cet article il y a 1 an de cela. C'est l'équipe de Madrid qui l'a rédigé à propos du pathologie duelle en jeu. Chez les patients qui ont ce problème de jeu, vous voyez que dans une étude sur cas, ces personnes sont atteintes de TDAH. La prévalence. Alors, ce que je voudrais mettre en exergue, c'est la dernière déclaration. Les personnes qui ont des troubles de jeu plus un ADHD passent plus de temps à jouer, ce qui produit un effet sédatif et conduit à une perturbation des troubles du jeu plus grave et plus rapide. La majorité, même si d'ailleurs il y a un autre diagnostic, dépression, anxiété ou autre catégorie, il faut bien comprendre que chez toutes ces patients TDAH, il y avait ce terrain favorable. Voilà, j'ai commencé mon exposé en posant une question. Est-ce que l'impulsivité ne serait pas par hasard le lien entre TDAH et la pathologie duelle? Vous savez ce qu'on entend par impulsivité. Il y a différentes échelles qui permettent de la mesurer, cette impulsivité. D'après la recherche en neurosciences, c'est un endophénotype, un trait hérité qu'on pourrait retrouver dans différentes diagnostics catégoriques qui externalise la personnalité. Cette impulsivité est plutôt associée à des troubles d'externalisation. L'impulsivité est associée, elle, à une moindre densité des récepteurs D2, D3 dans le cerveau. L'impulsivité, comme vous le savez, c'est une dimension symptomatique du TDAH. Il peut s'agir d'un état transitoire ou d'un trait de personnalité qui, l'un comme l'autre, peuvent prédisposer une personne atteinte de TDAH à avoir des problèmes lorsqu'il consomme des substances. Cette impulsivité est commune. On la retrouve chez les personnes qui sont addictes, avec ou sans substance, surtout d'ailleurs s'il y a une coïncidence avec la DHG. Mais on ne peut pas dire que l'impulsivité en soi soit un trouble d'addiction, parce que ce serait aller trop loin. L'impulsivité et l'addiction à la cocaïne. Les traits, quels sont les traits caractéristiques de la personne impulsive? Ça, c'est le neuroscience qui nous dit ce qu'il en est. Phénotype, les sensations, l'impulsivité, c'est une personne qui sont, addicts aux substances. Ils ont certains contrôles de l'utilisation qu'ils font de l'orgue, alors que les personnes impulsives ne le font pas. C'est-à-dire, ça peut prédire la consommation impulsive d'héroïne, mais de cocaïne, mais pas d'héroïne. Je crois que... Est-ce que je suis dans les temps? Demande l'intervenant. Il me reste 5 minutes.
Les rats impulsifs ont des récepteurs des2 plus bas et les rats très impulsifs, qui ne sont pas impulsifs, sont prédisposés à consommer de la cocaïne en quantité excessive. Vous voyez les principales substances à étudier, les 5 principales étant celles-ci, mais pour ce qui est du TDAH, il faut essentiellement s'arrêter au tabac, le cannabis et aux stimulants, la cocaïne, les amphétamines ou la caféine, dans certains cas. Le traitement de choix de TDAH avec présence de pathologie duelle, c'est une association de traitement pharmacologique et psychosocial. TDAH et des troubles duels, pathologie duelle. Il y a beaucoup d'expressions cliniques, donc il est difficile de savoir quel est le traitement psychopharmacologique qui convient. La qualité des preuves favorables au traitement psychopharmacologique du TDAH, c'est la continuité du traitement est réduite dans tous les essais cliniques. Les échantillons sont trop petits pour nous permettre d'en tirer des conséquences réalistes. Jusqu'à présent, la biologie de l'addiction a concentré le traitement sur le référencement positif ou négatif, mécanisme de renforcement procuré par les médicaments qui peuvent être avantagés. L'objectif ne doit pas être de bloquer l'effet de récompense de la substance, mais de remplacer son avantage pour correspondre aux besoins du patient. Malgré la faiblesse et la piètre qualité des preuves scientifiques, les drogues qui ont notre préférence, ce sont les stimulants de TDAH, et lorsqu'il y a également pathologie duelle. Vers un traitement de précision, le TDAH et certains types de troubles de consommation des drogues ont une étiologie commune, des psychostimulants ou d'autres médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter à la fois le TDAH et la surconsommation. Il semblerait que le traitement individualisé soit la meilleure façon d'améliorer les résultats. Ceci est une étude que l'on doit à l'équipe de Francis Levin de Columbia sur TDAH et l'addiction à la cocaïne traitée par stimulant. Il conclut qu'il y a plusieurs possibilités. Le TDAH améliore l'abstinence de la cocaïne, proportion de 24%. Il faut bien voir qu'aux États-Unis, il est difficile de savoir comment on traite ces troubles, parce que la cible, de toute façon, c'est toujours l'abstinence. Mais on sait que ce n'est pas forcément comme ça que les choses passent réellement en clinique. Deuxième résultat, l'abstinence de la cocaïne avant de voir améliorer le TDAH, 12%. TDAH et l'abstinence de la cocaïne, au cours de la même semaine, 6%. La TDAH améliore, mais pas l'abstinence de cocaïne, 34%. L'abstinence de cocaïne, mais pas d'amélioration du TDAH, 6%. Pas amélioration, pas plus de l'un que de l'autre, 18%. Bon, donc plusieurs possibilités, mais il faut bien voir que la dose d'un stimulant sont probablement plus faibles, parce que chez ces patients qui sont addicts à TDAH et à un stimulant, les deux à la fois, il faut envisager des doses supplémentaires pour qu'ils soient traités. N'y a-t-il pas un risque que les patients TDAH soient addicts ou fassent une addiction, démarrent une addiction lorsqu'ils sont traités aux stimulants? Non, ça c'est une erreur. Les études de suivi sur 10 ans ne soutiennent pas cette thèse, qui est donc erronée. Voici ici une proposition, mais je pense que vous êtes au courant. Je ne suis pas exactement d'accord avec cette proposition qui est faite ici, parce que je crois qu'il faut traiter tous les symptômes différents et chaque
patients de façon personnalisée et non pas les traiter tous de la même façon. Des preuves empiriques n'existent quasiment pas. Vous avez certaines recommandations cliniques classiques qui recommandent une période de jeûne avant de démarrer un traitement pharmacologique de TDAH, mais les données empiriques qui étaient ces recommandations sont plus limitées. Les recommandations du consensus recommandent qu'on décide l'ordre et la priorité du traitement en fonction de la gravité du trouble TDAH et du trouble, la pathologie duel que l'on cherche à traiter. Pour conclure, c'est là mon dernier support visuel. La TDAH peut être identifiée dans tous les troubles psychiatriques. Il faut tous les analyser. Le TDAH avec trouble duel, c'est une attente, ce n'est pas une exception. L'impulsivité est un phénomène, un lien phénoménologique entre les deux. Tabac, cannabis, cocaïne, les systèmes dopaminergiques, anténocaminol et dendrogéniques sous-tendent ces expressions symptomatiques. Les traitements psychopharmacologiques peuvent être simultanés ou séquentiels, tout dépend de l'individualisation des cas cliniques. C'est ce qu'il est convenu d'appeler la psychiatrie de précision. Un traitement de base de simulants est essentiel dans le cas du TDAH associé aux pathologies duel. Merci de votre attention et nous allons organiser l'année prochaine un congrès mondial de la pathologie duel à Mexico, probablement 1 ou 2 semaines après le congrès de l'Albatros. J'espère vous y retrouver à cette occasion. Merci beaucoup. Alors, il nous faut remercier le professeur Nestor Sherman de cette présentation sur à la fois la partie théorique de pourquoi est-ce qu'il y a tellement de double diagnostic ADHD et substance, et aussi avec tous les apports à la fois sur l'impulsivité et les raisons peut-être génétiques de cette association, et en plus des perspectives de traitement. On va garder toutes les questions pour la fin, donc si vous avez des questions sur cette intervention, vous les notez sur un petit papier ou dans un coin de votre tête, et on va passer la parole. Tu veux présenter Arcaïs ? Et donc, je passe la parole à Arcaïs Colina, que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent grâce à THS, le grand congrès auquel vous avez pu assister à Bayonne. Et donc, il est neuropsychologue et addictologue au XAPA Bizia de Bayonne. Et nous allons l'écouter sur une présentation plus pratique, à la fois sur le dépistage, le diagnostic et le traitement, avec une perspective française. Donc, nous t'écoutons. Merci Florence, merci aux organisateurs, Amine Benyamina, Lisa, Annie, Nestor Sherman pour la WAD de nous avoir conviés une nouvelle fois à ce congrès qui se déroule avec la situation que vous connaissez, donc en espérant que tout ceci ne soit qu'un mauvais rêve pour le prochain Albatros qui aura lieu en juin, et en espérant justement retrouver celui qui devait faire cette intervention à ma place, José Martinez Raga de Valence, pour qui j'ai une pensée en ce moment, et que j'espère retrouver en juin, ici même. Donc, on a co-construit un peu cette intervention il y a quelque temps avec José Martinez Raga, donc j'espère ne pas trop violer ce qu'il voulait dire. Je vais remercier dernièrement donc, mes 2 maîtres et non moins amis, Jean-Pierre Doloued et Marc Auriacombe, qui doivent être dans la salle, et vous dire aussi qu'il existe, vous le connaissez probablement, une coordination nationale TDAH dans laquelle je siège et qui est présidée par Étienne Caméraire, qui doit être dans la salle aussi. Et j'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette problématique centrale de nous rejoindre dans cette commission. Alors, est-ce que ça marche ? Alors, quelques généralités sur le TDAH. Donc, c'est un trouble neurocomportemental le plus fréquent chez l'enfant. On estime, selon les études, entre 3 et 7%. Et en moyenne, sur plus de 102 études qui ont été menées, la moyenne s'établirait à 5,29%, ce qui est quand même une prévalence extrêmement élevée, lorsqu'on sait que moins de 10% d'entre eux sont diagnostiqués et donc traités. Le TDAH, bien évidemment,
a tendance à se chroniciser dans le temps quand il n'est pas correctement traité. Dans 2/3 des cas, un TDAH non traité ou mal traité pendant l'enfance ou l'adolescence va se chroniciser à l'âge adulte. C'est un trouble très sous-diagnostiqué, comme je le disais, moins de 10% des gens susceptibles d'avoir un TDAH sont détectés. C'est très souvent comorbide, donc c'est plutôt la règle que l'exception, on va le voir un peu plus tard, et c'est surtout un trouble qu'on peut traiter. Alors évidemment, en France, on a un arsenal thérapeutique peut-être un peu moindre que dans d'autres pays, comme l'Espagne, par exemple, dont Nestor Serman connaît très bien la situation. Il y a 10 jours, on était au congrès des pathologies duelles espagnoles à Séville, et ils ont un arsenal thérapeutique un peu plus important que le nôtre, parce que nous, on n'a que le méthylphénidate et depuis peu chez l'adulte. Encore faut-il qu'on ait prouvé, c'est aussi une particularité française, c'est que pour traiter un TADA adulte, il faut avoir prouvé que pendant l'enfance, de manière rétrospective, le patient ait eu un TDAH. Ce qui veut dire qu'en fait, on refuse l'idée qu'un TDAH puisse arriver à l'âge adulte sans préexistence antérieure. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental commun, plus de 5%, complexe, multifactoriel, et qui se caractérise par la triade inattention, hyperactivité, impulsivité. Ça, c'est ce qu'on voit le plus facilement en clinique, mais après, on va voir que la partie immergée de l'iceberg, il y a beaucoup plus de choses que l'on a un peu plus de mal à détecter. L'usage des substances, en général, est une comorbidité très fréquente chez les patients TDAH. Bon, là, vous avez un peu un continuum de ce qui se passe. Donc, on estime que le TDAH est une maladie cérébrale avec différents aspects multifactoriels, notamment peut-être liés aussi à un dysfonctionnement du reward system, c'est-à-dire du système de récompense, ce qui expliquerait aussi pourquoi, en partie, bon nombre de nos patients qu'on suit en XAPA ont un TDAH et vice-versa. Bon, vous voyez ce que je disais, donc les différentes causes, des causes génétiques, c'est une part importante qui est de plus en plus étudiée dans les études, une part neuroanatomique et environnementale qu'il ne faut pas négliger justement lorsqu'on diagnostique ce trouble et lorsqu'on le prend en charge également. Vous avez ici un graphe qui montre l'hérédité du TDAH et on s'aperçoit que finalement l'hérédité du TDAH est extrêmement importante puisqu'elle vient juste après l'hérédité liée au poids et aux troubles bipolaires. Et pour autant, le poids et le trouble bipolaire sont correctement diagnostiqués, le TDAH beaucoup moins. Bon, ça c'est un schéma pour vous montrer un peu le fonctionnement cérébral. Je ne vais pas m'attarder dessus, même si c'est ma passion numéro 1, parce que je viens du milieu de la neurobiologie initialement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que des études, en voilà une, émettent l'hypothèse d'un dysfonctionnement du système de récompense, c'est-à-dire qu'il y aurait une hypoactivation, une hypodopaminergie, auquel cas les patients, dans l'hypothèse d'automédication dont parlait Nestor tout à l'heure, chercheraient un peu à compenser cette hypoactivation en consommant des substances, que ce soit des psychostimulants, cocaïne, amphétamine, mais aussi le cannabis, le tabac ou l'alcool. C'est des études qui sont encore... il y en a beaucoup d'autres qui vont avoir lieu, et peut-être que l'imagerie nous portera des éléments clés aussi sur cette notion. Cette diapositive reprend un peu l'ensemble des études en fonction des pays ou des continents qui ont été menées sur un diagnostic du TDAH. Vous voyez qu'en fonction des études, la prévalence varie un peu, mais globalement, chez les enfants et l'adolescent, selon les études, la prévalence est entre 3,4 et 7,2%. Vous voyez en haut du schéma, et c'est peut-être quelque chose qui est assez important, la prévalence semble plus élevée chez les garçons que chez les filles. Et ça pose un réel problème aussi parce que très souvent, les filles sont encore moins décelées ou diagnostiquées étant enfants ou adolescents parce qu'il
elles développent moins la composante impulsive que les garçons. C'est ce qu'on voit en clinique en premier, c'est ce côté impulsif, ils courent partout, ils se chamaillent avec tout le monde, que les filles sont un peu plus en retrait, peut-être avec le versant inattentionnel qui prédomine, et du coup, le diagnostic se fait plus tard, voire pas du tout, parce qu'elle passe à travers les radars. Donc ça, c'est une composante à prendre en compte aussi chez nos usagers adultes qui viennent consulter en XAPA. Les études montrent que 2/3 des enfants diagnostiqués TDAH et qui ne vont pas être traités vont garder les symptômes à l'âge adulte, et cette prévalence à l'âge adulte oscille entre 3 et 5%. Alors voici donc ce dont je parlais tout à l'heure sur l'iceberg, la partie émergée, la partie immergée. Ce qu'on voit en clinique, ou le phénotype dont parlait Nestor tout à l'heure, c'est l'impulsivité, l'hyperactivité, l'inattention qu'on va voir le plus souvent. Par contre, il y a tout un tas d'autres troubles, comorbidités associés qu'on ne va pas ou moins voir, à moins de faire un diagnostic et une évaluation étayée. Les difficultés d'intégration sociale. Alors ça, c'est surtout prégnant chez les enfants à l'école, où finalement, on va s'apercevoir, et c'est les parents qui vont faire état de ça, ou eux-mêmes quand ils viennent en XAPA à l'âge adulte, que souvent, eux invitaient toute la classe aux anniversaires, mais que les camarades ne renvoyaient pas forcément l'appareil, et que peu souvent, ces enfants étaient finalement invités aux anniversaires des copains. Pourquoi ? Parce que, bon, et ça peut se comprendre aussi, les parents des enfants en question ne veulent peut-être pas passer l'après-midi à courir après un gamin et du coup éviter de passer à côté de l'anniversaire de leur enfant. Et pour ces raisons-là, souvent, ces enfants ne sont pas invités, mais comme à l'école on parle beaucoup, ils sont au courant que l'anniversaire avait lieu. Et donc du coup, l'impact psychologique au niveau de l'estime de soi est assez catastrophique. Idem à l'intérieur d'une famille, quand on a une fratrie avec un TDAH et un membre qui ne l'a pas, très souvent les parents ou les enseignants ou les membres de la famille vont avoir recours à la comparaison entre la fratrie. On va dire, mais pourquoi tu ne restes pas tranquille comme ton frère ? Pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer ? Pourquoi tu te lèves toujours de table ? Pourquoi tu parles mal à l'école ? Pourquoi on est toujours convoqué par le directeur parce que tu as des troubles du comportement, etc. Voilà. Et donc tout ça, ça laisse des traces importantes et qui jouent justement sur la faible estime de soi qu'ont ces enfants, et donc ils vont garder après à l'adolescence ou à l'âge adulte. Raison pour laquelle il est important, quand on prend en charge un TDAH, en plus du plan pharmacologique, de prendre en charge aussi, par des techniques psychothérapeutiques ou des techniques de groupe, ces ateliers d'estime de soi, de confiance en soi. C'est un public, évidemment, aussi qui a une faible tolérance à la frustration, parce que, en fait, finalement, on s'aperçoit que le cerveau ne marchant pas de manière habituelle, ou en tout cas comme nous, on peut le percevoir, les personnes qui souffrent de TDAH cherchent une récompense après moins d'action que quelqu'un... c'est-à-dire dire à un enfant TDAH de dire « Tiens, si dans 6 mois ton bulletin scolaire est bon, t'auras ça », c'est beaucoup trop loin. Il faut des choses qui sont plus simples, plus cadrées, peut-être des récompenses un peu plus faibles et graduelles, mais il faut qu'il y ait des récompenses régulières. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à le remettre un peu correctement. Idem lorsqu'on demande des tâches, ils ont beaucoup de difficultés à faire des tâches séquentielles. Donc de dire à un enfant de TDAH, de dire va chercher ton tricot dans la chambre, tu redescends, tu vas prendre ton goûter, tu prends ton cartable, tu vas dans la voiture, tu te brosses les dents. Non, c'est trop compliqué. Finalement, tout va s'en mêler, puis ils vont aller à la salle de bain, chercher le tricot. Non, c'était pas là. Ils vont aller dans la chambre, ils savaient pas. Bon, voilà. Et ça va mal tourner. Du coup, ils vont se faire réprimander et ça va être encore plus compliqué. Donc, il est important, c'est le conseil qu'on donne, nous, en thérapie, quand on a les familles, de demander aux enfants des phrases courtes, des ordres simples, et non pas une triade ou 5 ou 6 choses à faire en même temps, parce que c'est impossible à gérer pour eux.
Et des troubles du sommeil, alors ça apparaît aussi souvent dans la tendre enfance ou au début de l'adolescence, où finalement, ce sont des enfants, quand vous allez les mettre au lit, qui vont toujours essayer de gratter 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, un câlin, un ceci, un cela, l'histoire, la deuxième histoire, la cinquième histoire, etc. Parce que le moment du coucher va faire un peu monter l'anxiété chez eux. Ils vont se remémorer tout un tas de choses qui sont passées à l'école. Et en général, ce n'est pas forcément que des choses positives parce qu'ils sont souvent mis de côté. Tout ça va retarder et compliquer le sommeil. Bon, les problèmes scolaires et professionnels, donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. L'anxiété dont je parlais à l'instant. La sous-performance pris globalement. Alors ça, j'insiste sur ça parce qu'on s'aperçoit par contre que et il y a des exemples très célèbres de personnalités célèbres qui ont tiré leur épingle du jeu du TDAH. Lorsque les personnes souffrant d'un TDAH trouvent leur voie, pour ainsi dire, ils sont performants, voire plus performants que la moyenne, parce qu'ils ont une énergie à revendre que la plupart des gens n'ont pas. Le problème, c'est que cette énergie, il faut l'utiliser à bon escient. Et évidemment, si on ne l'utilise pas à bon escient, mais forcément, ils sont sous-performants et ils sont à côté du rail, et donc, du coup, ils sont mis de côté. Pour seul exemple, Michael Phelps, pour ceux qui connaissent, peut-être le plus grand nageur de toute l'histoire, qui a beaucoup souffert de son TDAH étant jeune, parce qu'il était souvent mis de côté. En plus de ça, il était grand et fin. Tout le monde se moquait de lui, et donc l'énergie qu'il avait à l'intérieur, à l'époque il n'y avait pas autant de médicaments que maintenant, donc il a passé, la seule passion qui arrivait un peu à cadrer son TDAH, c'était la natation, avec les résultats qu'on connaît, puisqu'il a plus de 50 médailles olympiques, ce qui semble ahurissant. Et enfin, les troubles des fonctions exécutives, alors ça c'est extrêmement important de pouvoir le diagnostiquer. Lorsqu'on fait un diagnostic du TDAH, on utilise évidemment des autoquestionnaires, ASRS, VURS, etc. On utilise la DIVA. Et il est important aussi, voire primordial, de faire un bilan avec des tests neuropsychologiques qui vont un peu plus préciser la flexibilité mentale, la mémoire de travail, la vitesse de traitement, etc., etc., pour essayer de voir à qui on a affaire avant de mettre en place un traitement. Quels sont les impacts du TDAH ? Alors, vous le voyez sur le continuum dont je parlais tout à l'heure. Bon, évidemment, l'impact est moindre quand on est enfant, parce que quand on est enfant, finalement, on a un peu moins de choses à faire que quand on est adulte, parce que globalement, quand on est enfant, on a deux choses à faire, c'est d'aller à l'école et de jouer. Bon, pour autant, il peut y avoir beaucoup de problèmes dans ces deux sphères, donc déjà on peut avoir un certain nombre de problèmes. Arrivé à l'âge adulte, quand le TDAH n'a pas été diagnostiqué ou n'a pas été traité, forcément ça s'aggrave, parce qu'on va avoir des troubles de l'humeur, dont parlait Nestor tout à l'heure, la faible estime de soi qui, elle, va continuer et va s'aggraver avec le temps, parce que forcément, ils vont être mis de côté aussi à la fac, etc. Des problèmes relationnels, souvent liés à l'impulsivité, des problèmes ou des difficultés d'organisation, de planification, de mener à terme des tâches, parce qu'on va vous dire, tiens, je fais 10 choses en même temps. Et en fait, moi, j'ai coutume de leur dire, non, vous commencez 10 choses, mais en réalité, vous en terminez combien ? En y réfléchissant bien, pas beaucoup. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est pas je fais 10 choses en même temps, c'est je commence 10 choses, et on essaye, nous aussi, en psychothérapie, par des techniques de thérapie cognitivo-comportementale, d'organiser ça dans la semaine et de ne faire qu'une tâche à la fois pour petit à petit améliorer la suite des choses. Les accidents de la route, alors ça on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant c'est un thème central parce que très souvent les adultes TDAH ont eu beaucoup de petits accrochages qui sont souvent liés à l'impulsivité et à l'inattention. Et du coup, nombreuses assurances ne veulent plus les assurer parce que ça leur coûte trop cher. Et donc, ça peut paraître un détail, mais quand on le vit, c'est quand même extrêmement pénalisant de ne pas être assuré au niveau de sa voiture, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi à en prendre en compte et dont on parle trop peu. Alors, quelles sont les conséquences d'un TDAH chez l'enfant et à l'adulte ? Globalement, donc, il y aura un plus bas niveau d'études, sauf pour la frange dans laquelle je vous parlais, qu'ils trouvent leur voie, ou à ce moment-là, ils excellent très souvent.
des problèmes de couple et ou de divorce, un rendement plus faible au travail si c'est un travail pour lequel ils n'ont pas d'intérêt particulier, parce qu'en fait, pour qu'ils soient performants, il faut qu'ils aient un intérêt particulier à ce qu'ils font, encore plus que les gens non TDAH. C'est dont parlait Nestor tout à l'heure. Par exemple, lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo, pourquoi les jeux vidéo ? Pourquoi pas un film classique ? Les jeux vidéo sont des choses qui sont percutantes, qui changent beaucoup et qui attirent leur attention. Et donc, ils peuvent rester des heures devant un écran à jouer à des jeux vidéo sans aucune difficulté. Vous les sortez de là, vous leur mettez un film, et là, au bout de 5 minutes, c'est fini. L'attention est partie, parce que ce n'est pas quelque chose qui leur intéresse particulièrement. Et un film, c'est quand même quelque chose qui est assez monocorde, alors qu'un jeu vidéo, ça vient, ça part, etc. Et c'est ça qu'ils recherchent. C'est cette excitation qu'ils n'ont pas. Alors, quels sont les impacts sur différentes sphères chez l'adulte d'un TDAH non traité ? Donc, on s'aperçoit qu'ils vont avoir 50% de plus d'accidents de 2 roues, 33% d'augmentation, ça c'est différentes études dont vous avez les références en bas, 33% de plus de visites en service d'urgence, évidemment, parce que souvent ils sont victimes d'accidents ou de rixes, parce que l'impulsivité étant là, ils sont souvent mêlés à des histoires dans la rue. Au niveau scolaire, 46% vont être exclus de l'école pour des troubles du comportement ou vont abandonner les études. Au niveau sociétal et au niveau de l'usage des substances surtout, ils vont avoir 2 fois plus de probabilité de faire usage de substances, des substances plus tôt par rapport à leurs congénères non TDAH. Et du coup, ces troubles vont s'aggraver à l'âge adulte puisque ne sont pas traités suffisamment tôt. Au niveau de la famille aussi, donc ce que je disais, divorce, et au niveau de l'emploi, une faible productivité. C'est une étude extrêmement intéressante, une étude danoise, une cohorte très importante qui avait comparé au sein d'une même fratrie des patients TDAH avec des patients non TDAH, et ils ont essayé de voir le coût que cela pouvait représenter pour la société de ne pas diagnostiquer et traiter les personnes TDAH. Alors je vous fais grâce des tableaux, mais je vous les passerai si vous voulez. En résumé, globalement, vous voyez le différentiel entre un TDAH traité et un TDAH non traité, ou entre un TDAH et un non TDAH, la différence est de 20 000 € au Danemark. Alors ça, évidemment, en France, il faudrait le refaire. Il y a une étude qui avait été faite en 2010 qui montrait que c'était plutôt de l'ordre de 10 000 €. D'où vient cette différence ? Elle vient essentiellement de 2 choses. La première, c'est que les patients non TDAH ont souvent des emplois mieux rémunérés que les TDAH parce qu'ils ont plus d'études. Donc les TDAH vont avoir des salaires plus bas, donc vont payer moins d'impôts. Par contre, ils vont avoir plus de prestations sociales parce qu'ils gagnent moins. Et donc, du coup, le coût pour la société est plus important. Au niveau des hospitalisations aussi, ce que je disais, ils vont être davantage hospitalisés. Ils vont davantage aller voir le médecin traitant et consommer davantage de médicaments. Pas forcément ceux du TDAH, mais d'autres médicaments, parce que le diagnostic n'aura pas été porté. Donc, ils vont consommer des benzodiazépines, des antidépresseurs, un peu de tout, à la bricole, alors que peut-être qu'un traitement de TDAH aurait pu avoir un impact sur ce coût. Donc, à l'heure où on parle beaucoup des coûts, il faudrait peut-être s'intéresser à cette étude aussi, s'il y a des personnes de l'agence du médicament. Je passe le message. Si on regarde maintenant le TDAH en prison, parce que Katia Hillel, qui était là hier, je ne la vois pas, mais elle doit être par là. On avait une session sur le TDAH où elle posait la question de la prévalence en prison. Je vous parlais tout à l'heure d'une prévalence de l'ordre de 5% en population adulte. En prison, on passe à 26% sur 102 études, sur cette méta-analyse qui a été faite, ce qui est considérable, mais pas forcément surprenant, parce que je vous disais tout à l'heure que l'impulsivité va les amener à avoir des rixes, des accidents, des règlements de compte, du deal, voilà, etc. Donc tout ce qui va conduire à une incarcération. D'où l'importance aussi en prison de pouvoir diagnostiquer ces troubles, de mettre en place un traitement, puisque là, au moins au niveau de l'observance,
on a l'avantage qu'ils soient déjà dans un endroit où on peut leur donner le traitement tous les jours. On peut avoir un suivi et ça peut éviter peut-être d'éventuelles rechutes à la sortie. Donc ça, c'est quand même considérable. Si on regarde maintenant la mortalité des TDAH versus les non-TDAH, pour 10 000 habitants, le taux de mortalité des TDAH est de toutes causes confondues, est de 5,85%, alors qu'il n'est que de 2,21% en population générale. En revanche, si on regarde à l'âge adulte, cette proportion reste la même pour les non-traités, 4,25 morts par 10 000 habitants, alors que pour celles et ceux qui ont été diagnostiqués et correctement traités durant l'enfance ou l'adolescence, ce taux de mortalité revient à celui de la population générale. Donc, preuve une fois de plus de l'importance du diagnostic et du traitement du TDAH le plus tôt possible. Alors, José Martínez-Raga, s'il avait été là, il vous aurait dit qu'il faut absolument que le traitement et le diagnostic aient été mis en place avant l'âge de 12 ans. 5 minutes, c'est plus qu'il n'en faut. J'ai bientôt fini. Donc ça reprend ce que je viens de dire. Vous voyez donc les patients avec TDAH, 5,85 contre 2,21. À l'âge adulte, 4,25, alors que s'ils sont diagnostiqués et traités, le taux chute à 1,86 ou 1,58, c'est-à-dire à la normale. Donc le TDAH est un trouble extrêmement comorbide, avec d'autres troubles psychiatriques et l'usage de substances. Voici les troubles les plus comorbides, donc à différents stades de la vie. Au niveau de l'enfance, c'est le trouble oppositionnel qui souvent apparaît, l'anxiété, donc ça, elle reste, c'est un continuum qui reste tout le temps, ainsi que les troubles dépressifs qui vont eux aussi basculer à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, à l'adolescence et à l'âge adulte, il y aura aussi l'usage des substances qui apparaîtra. Voilà ici les ordres ratios, donc le risque relatif lorsque vous souffrez d'un TDAH d'avoir d'autres comorbidités psychiatriques. Et l'on voit que par exemple pour la dysthymie, le trouble bipolaire, l'ordre ratio est de plus de 7, et idem pour la dépendance aux substances, ou l'usage de drogue. Donc, quels sont les effets du TDAH ? Des patients usagers de substances avec un TDAH non traité. Le taux de rétention en traitement méthadone est plus faible comparé aux patients qui n'ont pas de TDAH. Le maintien de l'abstinence est plus faible chez les opioïdépendants. Il y a davantage d'hospitalisation et de tentatives de suicide. Il y a une étude qui a été faite sur la suicidalité, mais je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. En revanche, lorsqu'ils sont traités, le taux de rechute est plus faible et un pourcentage plus élevé retrouve un emploi. Si on regarde les études épidémiologiques, les adolescents ayant un TDAH, 39% d'entre eux utilisent une substance contre 11 pour les non-TDAH. 23,1% des usagers de substances ont un critère de TDAH, ce qui voudrait dire quasiment un quart de nos patients. Je ne suis pas sûr qu'on diagnostique tout ça. Et enfin, pour conclure, les TDAH ont un risque d'addiction à la nicotine 3 fois supérieur à l'adolescence ou à l'âge adulte par rapport à une population non TDAH, le double pour l'alcool, 1,5 fois plus de risque de l'usage cannabis et 2 fois plus pour avoir un usage problématique de la cocaïne. Et tout pondéré, ça fait 2,5 fois de plus de chances d'avoir... Voilà. En conclusion, si on compare quelques résultats, un début précoce de l'usage et des troubles d'usage des substances chez les patients TDAH non traités et non diagnostiqués, une plus grande sévérité et une chronicisation de cet usage de substances, une symptomatologie TDAH plus sévère aussi, puisqu'ils auront associé l'usage de substances, davantage de troubles neuropsychologiques et cognitifs, notamment des fonctions exécutives, un risque plus élevé de polyaddiction, une prévalence plus importante de comorbidité psychiatrique, comme on l'a vu tout à l'heure, et un plus faible retentissement en traitement. Vous l'aurez compris, il faut plus que jamais
qu'au sein de nos structures hospitalières et ou XAPA, qu'on s'intéresse vraiment à cette problématique, qu'on mette les moyens pour correctement évaluer ces patients, parce qu'ils en ont grandement besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arkaïtz. On te félicite d'avoir tenu le temps et puis de terminer par une dernière slide, ce qui appelle à notre attention ce topo sur les troubles déficitaires de l'attention. Merci beaucoup. On peut remettre la lumière dans le public parce qu'on va avoir maintenant un temps d'échange avec la salle. Moi, je suis Florence Vorspan, je suis professeure d'addictologie à l'Université de Paris. On a la chance d'avoir avec nous également Laurence Lalanne, qui est professeure à l'Université de Strasbourg. Et du coup, alors, s'il y a une question brûlante, ah oui, on va vous laisser ouvrir la session de questions et puis après on aura aussi probablement des commentaires et des questions. Étienne Caméraire, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Étienne. Bravo Arkaïtz et bravo José pour ce travail et cette présentation qui sont toujours très, très précieux. Je voulais juste faire 2 remarques par rapport au tableau sémiologique assez complet qui a été présenté. Mais pour avoir diagnostiqué des TDAH chez les adultes et les enfants pendant une dizaine d'années, alors que j'exerçais la dictologie en libéral, j'aimerais ajouter 2 choses. Chez les adultes, ce qui doit aussi vous attirer votre attention, c'est l'ennui. L'ennui qui a une caractéristique parce que ces patients sont privés de toutes sortes d'activités. Hein. Ils ont une qualité de vie qui est amoindrie par rapport aux autres. C'est une perte de chance. Et en particulier, ils ne peuvent pas lire un livre de bout en bout. Ils ne peuvent pas rester à table à un repas. Ils ne peuvent pas regarder un film de bout en bout. Enfin, donc, c'est des gens souvent qui s'ennuient. Alors, quand vous avez des patients qui s'ennuient, pensez, développez vos antennes. Et puis, il y a un autre truc, c'est pas seulement les accidents de la route, c'est la traumatologie récurrente. Il y a des gens qui se cassent un truc une fois par an parce que l'impulsivité ajoutée à la distractibilité, au manque d'attention, ça fait chuter, on fait des accidents ménagers, il arrive toutes sortes de choses. Donc ça, c'est important. Et le dernier élément, c'est quand on fait l'histoire rétrospective avec les patients, ou le diagnostic rétrospectif de l'enfance, on s'aperçoit que la perte d'estime de soi est souvent bien plus précoce qu'à l'adolescence. Ça commence déjà dès l'âge de 8, 9, 10 ans, très tôt, parce que ce sont souvent des enfants qui ont subi des psychotraumatismes, parce que un enfant, il faut se rendre compte qu'un enfant qui a ce trouble, par malchance, s'il a des parents qui sont déjà impulsifs, c'est compliqué, parce qu'il y a souvent la maltraitance dans les antécédents familiaux. Je veux dire, ces enfants ont été maltraités. D'ailleurs, ce qui masque le diagnostic, parce qu'ils vont avoir peur de présenter les symptômes et ils les cachent pour ne pas se prendre des coups. Donc, on va louper le diagnostic durant l'enfance. Et je crois que c'est extrêmement important, parce qu'en plus de ça, ces enfants turbulents, ces enfants qui sont vraiment agaçants, je crois qu'on a moins de culpabilité à les maltraiter, voir ce qu'ils racontent, à en abuser sexuellement. Je veux dire, donc on a beaucoup d'histoires extrêmement douloureuses. Donc la perte d'estime de soi, c'est souvent beaucoup plus tôt, et ça fait appel après. Ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qui est difficile quand on les traite, c'est qu'il y a une anticipation de l'échec professionnel, de l'échec dans les relations affectives, etc. Et qu'on a beaucoup de travail à faire pour soutenir ces patients. Et ça fait, je crois, aussi beaucoup appel à la notion de résilience, à mon avis. Voilà. Ce que je voulais dire. Non, la notion d'estime de soi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Ça commence beaucoup plus tôt qu'à l'adolescence, même dès l'âge de 5-6 ans, ce que je disais tout à l'heure, où finalement ils s'aperçoivent que ce soit dans les activités de loisirs ou de sport où ils sont inscrits, ou des anniversaires des copains et des copines, ils ne sont pas invités. Et ça, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'explications pour s'en apercevoir. Et évidemment, ça a un impact particulièrement important. Tu as raison. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Étienne, en disant qu'il y a aussi des problèmes de dysrégulation émotionnelle et de tachypsychie qui sont aussi très fréquentes dans ces pathologies-là et qui sont pas faciles à repérer. Et surtout, on a tendance à en faire des troubles bipolaires plutôt que des TDAH, et c'est ça qui complique aussi pas mal les diagnostics. Et cette dysrégulation émotionnelle, cette sensibilité au rejet va encore plus activer la recherche de substances. Alors, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, je vois une main qui se lève. Je pense que c'est Katia Hillel que tu cherchais du regard tout à l'heure.
Le temps que le micro arrive jusqu'à Katia, je vais en profiter pour poser une question à Laurence, puisqu'on se dit c'est des diagnostics qui sont pas faciles. On voit arriver en XAPA ou en centre d'addictologie des patients qui ont plutôt 40-45 ans, de longues histoires de consommation de substances, et même s'ils racontent des choses assez caractéristiques de leur enfance et qu'on les observe, j'allais dire qu'ils font des tranchées dans la salle d'attente à force d'aller et venir. Je voulais du coup demander par exemple à Laurence, comment est-ce que vous faites pour affirmer le diagnostic de TADA chez un adulte pour qui le diagnostic n'avait pas été fait dans l'enfance? Déjà, c'est compliqué parce que ça va dépendre du retentissement. Il y a des évaluations neuropsychologiques qui ne mettent pas toujours en évidence finalement les troubles attentionnels. Évidemment, on fait comme tout le monde la DIVA, et puis ensuite on regarde le retentissement à la fois social, professionnel, chez les enfants aussi le retentissement scolaire de la pathologie avant de traiter. Et je crois que surtout il y a les outils qu'on peut utiliser effectivement en pratique courante, mais il y a aussi finalement tout ce que ramènent les parents, tous les antécédents dans les bulletins qu'on peut voir, tous les antécédents personnels durant l'enfance qui nous permettent de faire un diagnostic diachronique. Pas seulement les évaluations transversales qu'on peut faire en hôpital de jour, en suivi, et qui nous donnent une petite fenêtre. Alors c'est vrai que ça nécessite de voir les parents et ça nécessite de faire un travail assez complet. Merci Laurence. Donc le micro est arrivé jusqu'à Katia Hillel qui voulait parler de son expérience peut-être en prison. Oui. Arcaïs, je vais te poser la même question que celle que j'ai posée hier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être interpellé par ces 26% là, de prévalence du TADA dans la population carcérale. C'est vrai qu'une fois qu'on sait ça, on se dit qu'il y a forcément quelque chose à faire, parce qu'on est au bon endroit, au bon moment pour pouvoir faire quelque chose. La question, c'est quel profil? Alors, tu mets en avant l'impulsivité, en sachant quand même qu'en prison, un grand nombre de personnes incarcérées ont plutôt des profils antisociaux, donc l'impulsivité est largement commune, donc c'est pas un trait qui permettrait d'être un petit peu repéré, où on pourrait se dire que c'est un caractère émergent qui nous permettrait une porte d'entrée. Et de la même manière, en termes d'évaluation, j'entends effectivement ce qui a été dit. Ce que je savais déjà, c'est que l'apport de l'histoire de la famille, de l'entourage sur l'avant-adulte est essentiel. Et ce temps-là, on ne l'a pas. Donc c'est vrai que ça donne envie de faire, mais on est confronté à des limites. Voilà. Donc est-ce qu'on a des données un petit peu plus précises sur les profils, sur des traits émergents qui permettraient de les différencier un peu sur le plan clinique des psychopathes? Et est-ce qu'il y a des délits, des spécificités de délits? Mais de ce que tu disais, manifestement, il n'y en avait pas particulièrement. Tu m'entends? Oui. Non, alors peut-être je me suis mal exprimé tout à l'heure. En fait, c'est pas que je disais pas que c'était l'impulsivité qui devait faire penser à un diagnostic TDAH chez les gens en prison, mais que c'est la conséquence de leur impulsivité qui les mettait en prison. C'est différent. Voilà. Par contre, en prison, bon, alors, nous, évidemment, à Bayonne, la prison est beaucoup plus petite que la tienne, mais nous c'est le XAPA, parce qu'on est référent de la prison de Bayonne, et quand c'est nécessaire, je me rends, moi, en prison, pour faire passer les différentes échelles DIVA, etc., et éventuellement les bilans neuropsychologiques pour avoir déjà un certain nombre d'éléments sur place. Et après, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est qu'à la sortie, parce que nous, en fait, il ne reste pas très longtemps quand même en prison, à la sortie, on essaye après, au XAPA, et ça c'est Jean-Pierre qui s'en occupe, de mettre en place le traitement et éventuellement disposer de cette possibilité pour pouvoir faire venir aussi la famille, pour pouvoir apporter plus de crédit à ce qu'on aurait vu ou pas lors de nos interventions en prison. Parce que c'est vrai que le volet de la famille est très important. Alors après, ce qui se passe aussi à l'âge adulte qui complique l'affaire, c'est que parfois, ils sont en rupture totale avec la famille, parce que pour toute la symptomatologie dont on a parlé tout à l'heure, ils s'engueulent avec tout le monde, ils sont fâchés avec tout le monde, ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus de papier, ils n'ont plus rien.
tu leur demandes les bulletins scolaires. Ouais, mais moi, c'est ma mère qui me les avait donnés, donc j'ai tout cramé parce qu'elle m'emmerde. Bon, voilà. Donc tout ça, ça complique encore plus la chose. Mais déjà, si tu peux avoir un certain nombre d'auto-questionnaires, au moins déjà pour avoir un premier filtre en prison. Alors après, je ne sais pas de quel temps vous disposez pour faire ça aussi. Nous, on peut se rendre parce qu'on peut utiliser du temps du XAPA pour aller faire ce type de... Mais après, ça dépend aussi des ressources humaines que tu as à disposition pour pouvoir mener à bien cette tâche. Et ça, je ne peux pas te répondre sur ça. Merci. Alors, pardon, il y aura un besoin d'un micro ici au premier rang et ensuite Jean-Pierre, mais d'abord Marie Bronec. Et pareil, le temps que le micro arrive, je vais en profiter pour poser une question à Nestor. Nestor, we were talking about... Vous nous avez parlé des adultes qui sont diagnostiqués tardivement. What is in your views, À votre avis, quel est le meilleur traitement psychologique? C'est intégrer TDAH et substances, by different ou bien est-ce qu'il faut confier ce soin à plusieurs professionnels? Quelle est la meilleure option de traitement et notamment est-ce que dans l'équipe de Nestor Sherman, ils ont déjà des groupes thérapeutiques intégrés dans lesquels l'abus de substances et le TADA sont pris en charge par les mêmes professionnels dans les mêmes séries de groupes? Okay, thank you for your question. Merci pour vos questions. Disorder field is to integrate Nous cherchons à intégrer le filtre du trouble mental ou de l'addiction ou de trouble et mental. Il faut les intégrer le traitement. C'est-à-dire qu'il faut traiter dans un même temps. personalized Et peut-être qu'on peut personnaliser le traitement, bien sûr. patient is Si le patient est complètement ivre, on peut le traiter à ce moment-là. Mais la proposition est différente. Il faut traiter le patient depuis le départ, presented. avec tous les systèmes qu'il présente à ce moment-là, troubles de consommation de tabac, si on traite son tabagisme, bien sûr, l'arlécline, Also, et on traitera le problème attentionnel également, dans un même temps. Les problèmes cognitifs, affectifs, etc. Et c'est pour ça que, dans l'optique des neurosciences, il faut traiter dans un même temps un patient et tout faire en même temps, le libérer de tous les symptômes qu'il a lorsqu'il arrive chez nous. Merci. Donc il y avait une question devant de Marie Bronec. Merci Florence. Alors, je voulais remercier les deux orateurs et en particulier Arcaïs pour son panorama très joli sur les comorbidités. Tu semblais regretter qu'il faille affirmer le diagnostic du TDAH dans l'enfance. Est-ce que dans ton expérience clinique, il y a tant que ça de patients adultes qui présentent des manifestations évidentes de TDAH actuellement, et alors que tu ne retrouves pas sur le plan rétrospectif ces symptômes? Parce que pour ma part, j'ai quand même l'impression qu'on retrouve cette clinique très tôt, et que c'est justement ça qui mène aussi aux conduites addictives. Oui, non. Globalement, tu as raison. La très grande majorité des gens que l'on voit à l'âge adulte avaient déjà des symptômes pendant l'enfance. Peut-être le petit bémol, c'est ce que je disais tout à l'heure, chez les filles, parce que les filles ont souvent une composante impulsive moins importante que les garçons, enfants, et peut-être le volet inintentionnel plus important. Du coup, ils passent complètement au travers des radars diagnostiques. Et lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, finalement, on ne s'en intéresse pas parce qu'on leur dit « Est-ce que vous avez déjà… » Non. Donc on dit « Bon, ça doit être autre chose, problème de mémoire, classique, etc. » Et si on regarde un peu de plus près, on peut s'apercevoir quand même que dans la dispersion, dans le défaut de planification et des fois une impulsivité qui se crée plutôt à l'âge adulte alors qu'elle n'existait pas à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence. Voilà, le seul bémol, je le mettrais plutôt là. Merci. Et juste pour compléter ce que disait Florence, on débute dans le service, nous, un groupe de TCC, comorbidité, TDAH, troubles addictifs stabilisés, quel que soit le trouble, parce que les comorbidités avec les addictions comportementales sont importantes aussi. Donc peut-être qu'on aura l'occasion dans 1 an ou 2 de vous présenter notre travail. Merci beaucoup, on verra ça avec impatience. Il y avait une autre question de Jean-Pierre Daoulet devant. Oui.
Tout d'abord, je remercie et je félicite Nestor et Arcaïs pour leurs excellentes présentations. Excellentes présentations qui ont le mérite de souligner une problématique qui n'est pas une parmi d'autres dans les problèmes de pathologie duelle ou de comorbidité, mais je vais y venir, qui est, je pense, une problématique qui a à voir avec les droits de l'homme. C'est peut-être un grand mot, je vais y revenir. Je remercie Arcaïs doublement, parce que, d'une part, il a accepté de faire cette présentation au pied levé, en plaçant, et il s'en est acquitté magnifiquement, et pour tout le travail qu'il fait, que nous faisons ensemble, en développant l'attention, le repérage dans un service d'addictologie, dans un XAPA, c'est tout à fait important, et on s'aperçoit que finalement, on a levé le voile sur quelque chose qui est un événement majeur. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais juste un petit souvenir très rapide. Au terme d'une carrière, là, j'ai eu la chance qu'elle soit un petit peu longue. Donc, j'ai été pendant plus de deux décennies directeur médical d'un CMPP, Centre médico-psychopédagogique à Bayonne. Et j'ai rétrospectivement contribué à maltraiter des générations d'enfants. Des générations d'enfants, donc on leur faisait des rééducations psychomotrices, on leur faisait des thérapies familiales, des psychothérapies, huile de foie de morue, enfin bref. Et juste une anecdote, mais parce que je crois qu'elle est très importante. Je connaissais Manuel Bouvard, que plusieurs d'entre vous connaissent ici, qui, il y a une trentaine d'années, était un jeune pédopsychiatre à l'hôpital Robert Debré, qui était un des premiers Français à s'intéresser de près au TADA. Les circonstances ont voulu qu'il vienne occuper la chaire de psychiatrie infanto-juvénile à Bordeaux. Et moi, étant directeur médical dans CMPP, je lui ai dit, pourrais-tu venir parler du TADA, puisque tu es un expert international là-dessus, à nos professionnels, à nos pédopsychiatres. Et j'inviterai les collègues de la région. Donc, nous préparons cette réunion. Bien sûr, je vais venir. La chef de service infanto-juvénile, de psychiatrie infanto-juvénile de l'époque, Péasonam, donc m'appelle, me dit, mais tu as toujours le sens de l'humour? Je me dis, tiens, ton humour, c'était pas son trait de caractère principal, mais enfin bon. Je dis, ah bon, pourquoi? Non, mais c'est une plaisanterie. Tu ne vas pas faire venir Manuel Bouvard parler de TADA. Et ben, oui, mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a de marrant, mais bon, oui, il va venir. Mais tu sais que c'est une déclaration de guerre, strictement, hein, une concert. J'étais interloqué de guerre. Et pourquoi? Le TADA n'existe pas. C'est une histoire d'Américains. Et en tout cas, les ponts sont coupés. Alors, je vous passe la suite parce que ceux qui connaissent mon tempérament peuvent imaginer la suite. Mais voilà, j'ai quand même laborieusement installé tout un dispositif de dépistage, de prise en charge et de traitement du TADA en situation infanto-juvénile, avant de le faire en addicto. Eh bien, quand j'ai passé le relais à la direction, Arcaïs intervient toujours à ce CMPP comme psychothérapeute, et il me dit que ça s'est effiloché. Les TADA, les psychiatres infanto-juvéniles, d'une façon peut-être majoritaire dans ce pays, et beaucoup de psychiatres ne veulent pas s'en occuper, ne veulent même pas le reconnaître. Et donc, j'en viens au problème des droits de l'homme. Cette idée des droits de l'homme ne vient pas de moi, elle vient de notre ami Gabriela Fischer, qui est professeur de psychiatrie d'addictologie à Vienne, qui a présenté à THS de Biarritz et à Grenoble, à l'Europath de Grenoble encore récemment. Elle en fait une affaire, l'absence de dépistage en prison du TADA, puisqu'on connaît, quand on les voit aussi en XAPA ou en prison, on voit ces trajectoires où le défaut de traitement les a laissés à vue des vies fracassées. Et donc, c'est pour ça que ce symposium et vos conférences, Nestor et Arcaïs,
sont tout à fait importantes et il faut continuer ce travail de missionnaire et de témoin de quelque chose qui relève d'une atteinte aux droits de l'homme. Voilà, je voulais dire, pardon d'avoir été un peu long, mais ça me tient tellement à cœur. Merci Jean-Pierre. Oui, c'est vrai que c'est important. On ne se rend plus compte, j'allais dire, des controverses. Et c'est vrai qu'un certain nombre de traitements en addictologie, quand on repense au débat sur les traitements de substitution au début, au départ, on rencontre une forme d'opposition très importante. Et que quand après c'est admis et que les patients y ont accès, on trouve ça absolument normal. Et c'est vrai que le chemin nécessite un certain nombre de passeurs pour que ce soit accepté. Ouais. Moi je vous remercie donc pour vos interventions très claires et très intéressantes et puis pour ce débat très animé. Et puis j'espère qu'on se retrouvera nombreux avec notamment Madame Bronek qui nous présentera ses résultats prochainement, TCC, pour les comorbidités, addiction et TDAH. Merci beaucoup.